les années 2000, les peuples du monde entier ont assisté à des successions de changements de régime politique à travers des soulèvements nommés des révolutions de couleur. Celles-ci prenant des appellations diverses, de la révolution des bulldozers en l'an 2000 en Serbie, en passant par la révolution orange en 2024 en Ukraine, en 2004 autant pour moi en Ukraine, puis la révolution des tulipes en 2005 au Kyrgyzstan, jusqu'au vent des printemps arabes en 2010 dans les pays africains, notamment en Tunisie, en Égypte, en Libye et autres. Et plus récemment encore, c'est le cas de la révolution sri-lankaise en 2022, des révolutions de la génération Z au Bangladesh et au Népal. La caractéristique principale de ces révolutions sont l'extrême violence dont fait montre les manifestants. Il est à noter ici que si le but d'une révolution est de chasser les dirigeants médiocres pour en mettre ceux qu'on estime mieux, il est important de constater que des années, des mois et des années plus tard, les changements réels n'ont pas amélioré les conditions réelles de vie des populations. Alors, il est à savoir qui pilote ces révolutions, à qui profitent-elles, si l'on sait que derrière la misère des uns se cache le pillage des matières premières des autres. Cette émission, la technologie géopolitique de ce soir, est consacrée à l'Asie. On ne peut donc pas l'étudier sans revenir sur ce qu'est l'Asie. L'Asie est le continent le plus vaste et le plus peuplé du monde. Avec plus de 60% de la population mondiale, l'Asie compte 48 pays répartis en 5 régions, dont l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, dont les pays qui le constituent sont le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et d'autres pays ayant la terminologie de Stan. L'Asie du Sud, avec les pays comme le Bangladesh, l'Inde, le Népal et autres. L'Asie du Sud-Est, les Philippines, la Papouasie, la Malaisie et enfin l'Asie de l'Est, la Chine, le Japon, les 2 Corées et Taïwan. Dans ce continent, on y trouve la future première puissance mondiale, mais également d'autres pays qui sont traversés par des défis majeurs et les plus basiques, notamment la famine, le chômage, le taux de chômage très élevé, les conditions de vie encore très précaires. Alors que cette population est très active et il est donc important pour nous ce soir de nous attarder donc sur ces pays d'Asie du Sud. Et avec nous ce soir, nous avons le président Bandakani qui va ensemble avec nous décortiquer l'actualité géopolitique autour de cette grande région qui est l'Asie. Bonsoir, Monsieur le Président, et bienvenue dans cette technologie géopolitique. Bonsoir, Madame Yapmo. Bonsoir à ton co-intervieweur, Laurent Peck. Permettez-moi de tirer ma déférence à l'équipe technique dont l'assiduité technique, le génie nous permet d'avoir de la sérénité quand nous sommes sur nos plateformes, de saluer les internautes, de saluer les abonnés, avec lesquels nous constituons une communauté militante dans le cadre du combat panafricaniste, dont les missions sont sans cesse rappelées sur nos plateformes. Alors, je suis heureux d'être là et voilà, je suis à votre disposition. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Christian Peck. Vous allez de plein fouet saluer également le Président, mais après passer à la première question. Bonsoir, Madame Yepmo. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Nous rappelons que nous sommes sur la chaîne du Président Bandakani officiel. Monsieur le Président, de prime abord, cette émission se veut extrêmement pédagogique. L'objectif est de simplifier au maximum les concepts. Nous attaquons un sujet vaste. Nous attaquons une région, l'Asie. L'Asie du Sud principalement, plus précisément. Monsieur le Président, de prime abord, nous avons constaté depuis un certain nombre d'années des changements dans des pays
qui ont conduit manifestement, qui avaient pour but au préalable de faire améliorer les conditions de vie des populations, mais qui manifestement ont empiré la situation d'une part, et de l'autre part ont conduit à un changement d'orientation géopolitique. Monsieur le Président, nous allons essayer de poser un cadre conceptuel dans cette interview avant d'entrer dans le plein fouet, avant d'entrer dans le vif du sujet. Monsieur le Président, pour la gouverne de nos internautes, qu'est-ce qu'une révolution de couleur? Bon, une révolution de couleur, c'est simple. C'est un renversement de régime téléguidé depuis l'extérieur dans les dimensions stratégiques, mais qui s'appuie sur des revendications internes, des frustrations internes qu'on va fédérer autour de dynamiques organisationnelles bien précises. Donc l'objectif d'une révolution de couleur, c'est de renverser un gouvernement. La révolution de couleur est téléguidée de l'extérieur, sauf que ce téléguidage est masqué. Il est masqué par la mise en avant des frustrations internes, des contradictions internes au pays qui est victime d'une révolution de couleur. C'est une forme de coup d'État sophistiqué? Oui, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État, mais qui prend sauf que ici, généralement, la plupart du temps, ce sont les populations qui sont mobilisées. Il y a aussi des révolutions de couleur qui peuvent impliquer des militaires, qui impliquent des hommes armés. Mais généralement, quand on parle de révolution de couleur, c'est généralement des populations qui sont mobilisées sur des bases de revendications, de frustrations bien enracinées, qui ont mûri et qui servent de façade à un téléguidage qui est fomenté depuis l'extérieur. Monsieur le Président, prenons un autre concept. Il y a des exemples en Afrique. Quand on a le printemps arabe, par exemple, c'était... On peut citer le printemps arabe, on peut citer la révolution en Ukraine, la révolution orange, la révolution des tulipes. Voilà, même ce qui s'est passé avec Kadhafi, le colonel Kadhafi, c'est une révolution de couleur. Ça a permis une intervention de l'OTAN, mais on a mis en avant une révolution de couleur. Voilà, on voulait massacrer à Benghazi, etc. On a mobilisé les gens, mais derrière, il y avait toute une organisation de l'OTAN, des forces spéciales qu'on a infiltrées, etc., qui faisaient un travail derrière. La dynamique médiatique. La dynamique médiatique, c'est pour gérer le narratif. Mais dans le fond... Pour le rendre cohérent. Oui, gérer le narratif. Mais vous avez, pour le cas libyen, vous avez des forces spéciales françaises qui étaient sur le terrain. Je ne vais pas parler du rôle qu'a joué Ben-Henri Lévy. Ben-Henri Lévy dans la construction du narratif et faire imposer dans la tête de l'opinion qu'on voulait massacrer Benghazi. Et donc ça met en branle tous les différents corps de métier d'un État? Pas toujours. Pour le cas libyen, mais il n'y avait rien à Benghazi. Le mouvement qui était à Benghazi était un mouvement organisé par les forces spéciales d'étrangers qui étaient à Benghazi. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que ça peut prendre différentes formes. C'est-à-dire, ça dépend des contextes. Il y a une notion de contextualisation qui est très importante quand on parle de révolution de couleur. Il y a des formats, il y a un format général. C'est-à-dire, c'est toute la technologie de base. Au niveau logistique, au niveau de la construction du narratif, parce que c'est très important, l'élaboration du récit, du narratif, qui va justifier l'action étrangère et la camoufler. Donc ça dépend des contextes. Donc on habille en fonction des contextes. Donc dans le cas du printemps arabe, on a vu, c'était au nom de la démocratie. Il fallait, les pays arabes, les populations étaient fatiguées des régimes qui avaient assez duré, etc. Donc il y a tout un narratif qu'on a construit, mais après qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'était pas de ça qu'il s'agissait et toutes les populations qui ont succombé à cette vague-là ont aujourd'hui une très mauvaise gueule de bois, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte. On a vu comment cela s'est terminé, tout ça. Donc, plus ou moins,
avec plus ou moins de succès en Égypte, ben, on a quand même réussi à faire tomber Moubarak. Après l'avoir diabolisé, etc. Non, on a vu que ce n'était pas ça. Puisque une fois Moubarak tombé, on a vu comment ce qui s'est passé avec M. Morsi, la manière dont on a géré le mouvement, qui de la place, bref, les contestataires qui occupaient la capitale, les militaires n'ont pas... Ça a été un vrai bon sang. On a écrasé. Mais le projet était clair. Le but était, c'était pas seulement Moubarak qui était visé, c'est toute la structure même gouvernante du pays qui était visée. Donc, en Tunisie, ça passe de commentaires. Aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent l'aide de M. Ben Ali. Beaucoup de gens regrettent parce que depuis... Est-ce qu'on peut dire qu'il est question d'une désorganisation et d'une réorganisation d'un système? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. Les révolutions de couleur, c'est ça qu'il s'agit. Souvent, le régime même qui est renversé, quand on analyse ça de manière objective, est sur une lancée. Il est sur une lancée qui peut faire sortir le pays d'une certaine manière de l'ornière. La plupart du temps. Donc, on va jouer sur ses faiblesses, sur la longévité au pouvoir, on va jouer sur les difficultés économiques, ça ne manque pas, et on va, comme je l'ai dit, construire une narrative sur les contradictions historiques qui traversent le pays. On va mobiliser, on va fonder, on va ancrer fondamentalement la révolution de couleur sur des groupes sociaux historiquement marqués. C'est-à-dire des groupes sociaux qui ont vraiment la volonté d'en découdre avec le régime qu'on veut renverser. Et ça, ils savent là où chercher. Il suffit de fuir la marmite des contradictions historiques qui traversent le pays. Aucun pays n'a l'abri des contradictions historiques. Aucun. Y compris les pays qui sont derrière les révolutions de couleur. Sauf que, ben, ils ont l'avantage d'être les plus forts du moment, les plus organisés du moment. Ils ont l'initiative de la révolution de couleur. Mais tous les pays ont des contradictions. Le drame, c'est que les pays qui sont attaqués dans le cadre des révolutions de couleur, la plupart du temps, ce sont les pays de la périphérie du système de domination mondiale. Ce sont les pays, voilà, de la périphérie. Donc, qui connaissent donc justement des organisations en fonction de l'agenda des puissances impérialistes. Monsieur le Président. L'Ukraine, c'est l'exemple parfait. Le Maïdan, l'exemple parfait. La Révolution orange. La Révolution orange, c'est un exemple parfait. Mais il y en a partout dans le monde, partout. Ça se passe, c'est pas, jusqu'aujourd'hui, c'est pas fini. Monsieur le Président, s'il vous plaît, qu'est-ce qui distingue... Donc c'est le renversement d'un régime téléguidé de l'extérieur. C'est important. C'est téléguidé de l'extérieur. Mais le téléguidage extérieur est masqué par l'apparence d'un mouvement endogène, mais qui en réalité est organisé, financé, pris en charge par l'extérieur. Donc, par exemple, tout le mouvement qu'il y a eu autour de ce qu'on a appelé la crise anglophone, que ce soit les instituteurs, que ce soit les groupes sociaux sur lesquels on s'est appuyé pour que cette crise démarre. Vous avez vu comment on a structuré une révolution de couleur. C'est une révolution de couleur. Mais derrière, il y avait un enjeu. Mais les vrais enjeux ont été masqués très très bien par la mise en avant d'un ensemble de revendications très légitimes de toute apparence. Il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a des contradictions historiques qui traversent notre pays, le Cameroun. Ce qu'on appelle les anglophones ont des revendications dites anglophones. Ce sont des faits. On a mis ça en avant, on a organisé des groupes, on les a structurés sur un certain temps, une telle durée, à travers les notions de droits de l'homme, ça masquait du financement, les ONG, etc. Il y a eu un maillage, c'est un bon bout de temps. Mais derrière ce maillage, il y a des actions spéciales qui ont été menées. Voilà, comme par exemple la distribution des téléphones, des puces, qui avait un objectif précis. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, vous voyez très bien, le but à terme, c'était de créer une sécession, mais dans le fond, c'était des puissances, les groupes d'intérêts étrangers qui lorgnaient les richesses de la sous-région, mais qui se cachaient derrière tout ça.
Il a fallu faire un travail d'investigation extraordinaire pour les démasquer et les exposer. Mais le mal était déjà fait. Puisqu'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas sorti de ça. Jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de très... C'est une technologie. On a fait l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est profond. C'est une expertise. Ça demande des techniques très élaborées. Vraiment, c'est bien organisé. Et si un État s'amuse, si un État fait preuve d'un manque de vigilance, ben, ça passe comme à la lettre. Et c'est après que les gens pleurent. C'est après que les gens pleurent. Mais c'est fini, vous êtes pris. La Tunisie, aujourd'hui, est devenue un protectorat américain. C'était un des enjeux de la révolution de couleur. Une espèce de réorganisation, n'est-ce pas, distribution de cartes au niveau de l'Afrique du Nord. Dans le cadre d'un vaste projet qui a commencé depuis ce qu'on a appelé le Grand Moyen-Orient. Mais tout ça, ce n'est pas la portée du premier venu, on n'explique pas ça. Non, on fait comme si ce sont des problèmes purement locaux. Bien sûr, il ne faut pas rêver. Il y a des dimensions locales dans toute révolution de couleur. Mais... Vous avez parlé de l'instrumentalisation. Oui, c'est de l'instrumentalisation pure et simple. C'est téléguidé de l'extérieur. La caractéristique principale de la révolution de couleur, c'est qu'elle est téléguidée de l'extérieur. Merci, Monsieur le Président. Juste pour vous relancer dans le même sujet, qu'est-ce qui fait le trait distinctif de cette révolution de couleur d'une autre forme de révolution? Parce qu'en Afrique, on a d'autres formes de révolution qu'on a observées avec l'arrivée au pouvoir des militaires. Quel est le trait distinctif? La révolution de couleur est comme une espèce de recette déjà aboutie. Ce sont des recettes, c'est-à-dire qu'on a modélisé le changement de régime dans des laboratoires de l'impérialisme occidental aux États-Unis, etc. Dans le cas de gens comme les Soros, la Fondation Soros, etc. Les officines mondialistes. Quand on dit officines mondialistes, vous avez dedans les multinationales, dans le cadre de leur stratégie de conquête des matières premières, de contrôle des matières premières, de contrôle des approvisionnements. C'est vital ça, mais ça on ne le dira jamais. Et ça rend qu'on ne les voit pas. Parce que c'est ça aussi la prolifération des ONG, tout ce que vous entendez, société civile, dans des pays africains, les pays de la périphérie, tout ça, ce sont des comment on appelle ça? Ce sont des masques, ce sont des fausses bannières. Voilà. Ce sont des fausses bannières qui permettent, n'est-ce pas, de masquer le véritable enjeu qu'il y a derrière cette affaire. Mais c'est un investissement, on investit pour gagner. C'est-à-dire, l'organisation qui permet de faire une révolution de couleur est un investissement. C'est-à-dire que des professionnels sont là, ils réfléchissent, on analyse un pays, on étudie ses problèmes, on modélise le renversement pour voir en place. C'est-à-dire quand on dit modéliser, c'est que c'est une pensée profonde. Les gens s'asseyent, on planifie, on organise. Et comme je dis toujours, on s'assure, il y a la dimension opérationnelle, vous aurez toujours d'une certaine manière les forces spéciales, des forces, je veux dire quoi, des personnes qui maîtrisent les problèmes d'abord de sécurité, deuxièmement, ils sont en capacité de gérer les forces de maintien de l'ordre. Ils sont en capacité. Ils savent les désorganiser et les discréditer, y compris même en tuant et en mettant ça sur le compte de la répression de l'État concerné. Et immédiatement, une grande propagande est déclenchée au niveau international. Poser l'armée, pour diaboliser, oui, pour diaboliser et justement opposer les forces de maintien de l'ordre et la population dans un schéma clair. Le diable sont les forces de maintien de l'ordre et d'un côté les victimes, tout point de vue, sont les populations. Donc avec la révolution de couleur, la différence est claire. Les anciennes révolutions étaient généralement le fait de populations en situation de domination coloniale, en situation dans une dynamique d'indépendance. Rarement, quand on parle de révolution, les anciennes révolutions étaient portées par une grande espérance historique. J'ai parlé de la décolonisation, j'ai parlé de l'arrivée au pouvoir, par exemple, de forces de gauche,
de gauche, dans le cadre d'un mouvement social qui a été travaillé sur le long terme. Ça prend 20 ans, ça prend 30 ans dans des pays. Alors, et ça se traduisait directement par des changements, mais il n'était pas question de placer le pays sous la tutelle de l'étranger. Voilà la nuance. Elle est là. C'est-à-dire que quelque chose se passait, il n'était pas question de placer le pays dans une tutelle étrangère. Les révolutions, c'était pour libérer les pays de la tyrannie capitaliste. Établir des régimes socialisants, des régimes socialistes, etc. Si on prend au Venezuela, partout, il y a eu cette dynamique-là. Après les luttes de décolonisation, les luttes indépendantistes, etc., la suite, ça a été l'arrivée au pouvoir de forces sociopolitiques anticapitalistes qui voulaient briser le carcan du capitalisme sur leur pays. Mais la révolution de couleur, c'est autre chose. C'est le contraire. Ce sont les forces capitalistes qui maintenant reprennent l'initiative au niveau de l'organisation des forces populaires pour ramener le pays dans le giron d'une puissance capitaliste, entre autres, soit livrer le pays à un monopole, c'est-à-dire une multinationale, etc., soit à un cartel de multinationale. Donc, c'est ça la différence. Et je dis que ce sont des recettes, je ne sais pas si tout le monde comprend le mot recette. Une recette, c'est quelque chose qu'on peut partager, dont on a éprouvé l'efficacité, etc. Donc, c'est une recette, c'est une technologie bien maîtrisée de renversement d'un gouvernement. En se cachant, c'est bien organisé. Je vais aller plus loin. En fait, historiquement, les capitalistes ont été impressionnés par la puissance avec laquelle le communisme a conquis le cœur des hommes. C'est-à-dire, ils ont étudié ça. C'est-à-dire comment les foules se sont levées, peu importe ce qu'on pense d'idéologie, mais il y a une grande espérance que le communisme a suscité et qui a amené les gens à y adhérer. Vraiment à y adhérer avec tout leur cœur. Donc, ça a mis, pour la première fois, le capitalisme a vu sa mort. À un moment donné. Je n'explique pas les théories du fait que il y a une manipulation de certaines forces. Peu importe, mais il y a eu vraiment de l'adhésion populaire à cette affaire. Le capitalisme a vu sa mort. Donc, quand arrive la fin de la guerre froide, les stratèges capitalistes disent que, ben, dis donc, si on reprenait en notre compte la capacité avec laquelle les communistes ont mobilisé les foules, mais pour leur propre compte, c'est la naissance de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la capacité à reprendre par le patronat organisé, les mondialistes, les outils populaires qui ont fait la force du mouvement communiste dans le monde. Simplement, cette fois-ci, en retournant ça contre les pays, y compris contre les populations, tout en leur faisant croire que c'était pour elles. N'est-ce pas que tout ça, que ce développement avait lieu. Ça passe par quoi? Le contrôle des médias. Contrôle absolu des médias. C'est-à-dire quoi? On retourne, il suffit d'observer dans un pays qui est visé par une révolution de couleur, on sait très bien que dans le pays, on étudie les rapports de force entre l'État et les médias. Et deuxièmement, on étudie aussi la situation sociologique des patrons de presse, des journalistes. Et du coup, donc, il est très facile d'infiltrer et de les recruter. Il suffit de miroiter 2 ou 3 voyages dans les pays du centre capitaliste, les plus en vue. Tout ça, ça se pose comme avantage d'accès aux devises, etc. C'est fini. Donc, on crée des réseaux de dépendance dans ce qu'on appelle des filières stratégiques qu'il faut absolument contrôler par ceux qui font les révolutions de couleur, le monde des médias. Il y a l'infiltration des forces économiques organisées, les syndicats. Mais aussi, quand ça n'existe pas, on crée des regroupements de patrons,
regroupement bref, des personnes, de figures économiques qui comptent. Il y a ça. Mais maintenant, il y a surtout le recrutement des universitaires, de personnes, des experts qu'on paye pour étudier l'histoire de ce pays, en ressortir les contradictions, les problèmes, identifier les groupes chrysogènes. C'est-à-dire que quels sont les groupes à partir desquels on peut s'appuyer, et on est sûr que ces groupes-là, vraiment, ils ne vont pas réfléchir. Si c'est le diable, c'est même mieux, comme a dit un évêque dans notre pays, que vraiment, mieux vaut un diable, on verra après. Donc, on identifie, et ça prend du temps, hein. On peut prendre 5 ans, 10 ans, on prépare ça très bien. On va créer des leaders dans ces groupes-là, les donner de la visibilité, les encadrer, et leur promettre des protections sereines, sérieuses à l'international. Donc, et puis un matin, quand on estime que c'est mûr, on a fait le travail, puisque on évalue, on vérifie, mais on dit bon, il est temps de passer à l'action. Et voilà, les infiltrations, des services secrets étrangers qui viennent s'infiltrer, des agents sont infiltrés là pour faire dire créer les conditions d'une déflagration généralisée. C'est très facile à faire. On peut abattre quelques personnes là, c'est fini. Et le matin, tous les médias aux ordres se lèvent et c'est parti. Donc, c'est pour ça qu'il suffit que on a des informations sur les relations entre l'État et la population. Il y a ce qu'on appelle le seuil critique. On sait, à un moment donné, ce qu'on appelle un seuil critique, et on sait où actionner pour que le pays s'embrase et que les populations descendent dans la rue. Donc c'est toute une technologie. C'est bien passé, c'est organisé. Merci, Monsieur le Président. Nous allons prendre un autre concept. Monsieur le Président, dans le cadre de la coopération et des relations bilatérales diplomatiques, les États ont inventé le concept de partenariat pour qualifier leur coopération. Monsieur le Président, ces derniers temps, nous avons vu évoluer également en le terme partenariat stratégique. Nous pouvons citer par exemple la signature du partenariat stratégique entre la République fédérale de Russie, la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'un partenariat stratégique? Bon, c'est simple, c'est un partenariat qui implique la décision des plus hauts dirigeants des pays concernés. C'est-à-dire que ce sont des États qui s'engagent à définir mutuellement les termes d'une coopération stratégique. La stratégique s'engage 2 États. Et ce sont les principaux dirigeants de ces nations-là, les 2 États, qui sont en premier lieu pour signer le partenariat. Aussi simple que ça. Alors, généralement, ces partenariats-là sont stratégiques parce qu'on dit qu'ils sont stratégiques parce que il est question de la rencontre des intérêts stratégiques des 2 États. Ça peut être entre 2 pays qui n'ont pas le même poids. Hein. Alors, il y a rencontre des intérêts stratégiques. Ce sera concret. Un pays comme le Cameroun a des accords stratégiques avec la Chine. Mais c'est 2 pays qui n'ont pas le même poids. Vous avez en face une grande puissance et vous avez en face, entre guillemets, je répète, un petit pays du point de vue du poids de la Chine. Alors, vous voyez très bien que le Cameroun définit ce qu'il considère comme étant des intérêts vitaux qui, s'ils ne sont pas sauvegardés, peuvent menacer mortellement le Cameroun. Et on dit, on a besoin, dans un champ géopolitique, où vous avez une dynamique de puissance, de confrontation de puissance. Le Cameroun considère que, écoutez, l'existence d'un État du Cameroun serait menacée si nous ne signions pas un type d'accord avec la Chine. Et en retour, la Chine dit, mais moi j'ai intérêt, je suis dans une dynamique de pénétration des pays africains. Si je prends un pays à la fin, je prends toute l'Afrique. Donc la Chine ne simplifie pas le fait de traiter avec un pays futur petit. Alors, la Chine, les naïfs vont croire que, qu'est-ce que tu fais avec ce petit pays? Tu vas gagner quoi? Non, tu n'as tout pas compris. Pendant que la Chine signe avec ton pays, il signe avec d'autres pays, à la fin, c'est une grande prise. C'est une grande prise.
et la Chine gagne dans ça. Donc, le Cameroun va gagner, sauf que c'est, évidemment, l'État, lui, gagne. Il peut arriver que l'État gagne et que la population ne gagne pas. Attention. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur? Non, ça va dépendre, parce qu'un État peut signer... nous avons un partenariat avec la Chine. Il y a beaucoup de choses que le Cameroun reproche aux Chinois. Beaucoup. Mais les logiques d'État font que ces reproches-là, on considère que ce n'est pas... Voilà. Oui, d'accord. Mais ce qu'on gagne avec la Chine est plus important que ça. Mais là, c'est l'État. C'est l'État qui a en premier lieu. C'est l'État qui considère que, bon, nous, on gagne ici, au niveau stratégique, c'est-à-dire que le chef de l'État du Cameroun, qui est en première ligne dans cet accord, lui voit très bien quels sont les gains de l'État du Cameroun. La raison d'État? Si vous voulez, les gains de l'État du Cameroun. Je vais te très clair, par exemple. La Chine, par exemple, au Conseil de sécurité, était l'allié du Cameroun. Ça n'a pas de prix. Du point de vue stratégique, le régime en place considère que ça n'a pas de prix. Parce que si on n'a pas cet accord stratégique avec la Chine au niveau du Conseil de sécurité, on n'est pas à l'abri des menaces sérieuses qui vont peser sur notre pays. Du point de vue de l'histoire de nos relations avec l'Occident, par exemple. Mais entre-temps, les Chinois sont dans le détail, dans le demi-gros, ils sont partout. Ça au détriment de certaines catégories de Camerounais qui auraient pu opérer dans ce domaine-là. Mais ça, on va dire ça. Bon, ce sont les œufs qu'il faut casser pour que le mollet prenne. Donc c'est ça, c'est-à-dire que maintenant, il y a des accords comme ça entre États de même poids. Ça peut arriver de même poids. C'est des accords stratégiques. Le Cameroun a des accords stratégiques avec le Nigeria. Le Cameroun vient de signer un accord avec le Centrafrique. Parce que nous considérons que l'accord de défense, il est important pour le Cameroun, pour protéger ses frontières, d'aller à ce niveau avec le Centrafrique. Donc, pour nous résumer, un partenariat est stratégique lorsqu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que les personnes qui s'impliquent à ce niveau-là sont les dirigeants les plus élevés des deux pays, qui, représentant leurs États, s'asseyent et définissent ce qui fait l'objet du partenariat stratégique. C'est très important. Ça ne profite pas toujours aux populations. Ça profite à l'État. D'abord, l'État. Disons, les deux États sont conscients de leurs intérêts à ce niveau-là. Donc c'est ça un partenariat stratégique. C'est très important. Monsieur le Président, quand on parle de géopolitique, on écoute souvent beaucoup un concept. On parle de profondeur stratégique. Certains pays font la guerre au nom de leur profondeur stratégique. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'une profondeur stratégique? Bon, c'est-à-dire, il y a la définition générale qu'on peut donner, hein, mais généralement, le concept, l'idée, le concept, on le découvre sur le terrain concret. Et là, il est polysémique, il prend la couleur des pays concernés qui définissent leur profondeur stratégique. C'est une notion essentielle dans la géopolitique, dans la géostratégie. Les pays ont des frontières officielles. Mais rassurez-vous, les pays ont des frontières non officielles. Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur le Président? Ben, ça veut simplement dire que je considère que ma frontière officielle avec tel pays est reconnue au niveau international. Mais ça peut avoir été fait au détriment de l'histoire. Ça veut dire que peut-être on a séparé des parties d'un pays qui, avant la frontière, était une. Vous comprenez très bien que l'existence de la frontière officielle ne supprime pas ces liens historiques. Je prends un exemple. Le Cameroun, tout notre pays, on se retrouve avec des peuples qui sont à l'intérieur du Cameroun, en même temps au Nigeria. Mais il y a une frontière officielle qui nous sépare du Nigeria. Vous pensez que cette frontière-là va mis fin à la nature, à l'unité historique qui a constitué ces peuples-là, aujourd'hui séparés par une frontière officielle héritée de la colonisation? Donc, le Cameroun ne peut pas donc réfléchir dans ce cadre-là en oubliant cette réalité, par exemple. Donc, du coup, qu'on ne le veuille pas, nous sommes
la profondeur du Nigeria, le Nigeria a notre profondeur aussi. Quand on fait une réflexion digne de son nom dans le sens de la géopolitique, on ne peut pas ne pas intégrer ça. Donc, un pays définit sa profondeur stratégique en fonction de l'idée qu'il se fait de sa sécurité, l'idée qu'il se fait des relations avec les pays qui l'entourent dans le cadre on va appeler ça, d'une analyse de sa sécurité. Sa sécurité. Donc, cette profondeur, elle est purement, elle est visible, c'est-à-dire, elle est visible, mais elle est réelle. Elle est réelle. C'est pour ça que bon, on va signer des accords avec des pays voisins, parce qu'il y a justement question de gérer cette profondeur. On peut aller plus loin. Quand le Cameroun négocie les droits de poursuite avec le Nigeria, la possibilité d'entrer au Nigeria, c'est évident. On ne le dira pas publiquement, mais il est évident que le Nigeria, c'est une profondeur naturelle. C'est vice-versa. Hein? C'est-à-dire que la sécurisation du Cameroun dépend de la sécurisation du Nigeria. C'est clair et net. C'est clair et net. Bon, maintenant, pour les impérialistes, ce n'est pas comme ça. Un impérialiste décide que sa profondeur, c'est telle chose. Il vous dépose. Il vous écrase, il peut faire une guerre pour arracher, pour venir s'imposer. Les États-Unis, par exemple, estiment que leur profondeur, c'est le monde entier. Oui, voilà, par exemple, le monde entier. Ils ne sont pas les seuls à penser comme ça. Est-ce que Israël considère qu'il y a une frontière? L'État d'Israël n'a pas de frontière. Hein? Il n'a pas de frontière. C'est un fait. Il n'y a pas de frontière. Donc, de ce point de vue, voilà un bel exemple. De ce point de vue, Netanyahou définit la frontière d'Israël selon ce qu'il pense de la sécurité d'Israël. Alors, dans Israël, ça englobe le Liban, ça englobe la Jordanie, ça englobe la Syrie, ça englobe même l'Égypte. Vous ne parlez que de ça. Et du coup, quand Israël pense à sécurité, ben, vous imaginez donc le sort de ces pays-là. Ça ne fait pas l'objet d'une négociation avec ces pays-là. Israël s'organise comme ça. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Voilà. Alors, ça existe ça. Ça existe énormément. Quand les Américains décident, par exemple, de ce qu'ils ont appelé le Grand Moyen-Orient, ils n'ont négocié avec personne. Ils ont décidé qu'à partir de ce qu'ils ont appelé l'attaque terroriste du 11 septembre, organisée par eux-mêmes, ils ont décidé que bon, voilà, ce pays doit disparaître, doit être désorganisé. C'était leur profondeur. Donc, ça dépend. Si vous avez fait un État impérialiste, une puissance mondiale, ben, sa profondeur, elle la définit de manière unilatérale. Et elle fera tout pour que ça soit ça. Mais quand on a affaire à des pays qui sont conscients de leur faiblesse, de façon mutuelle, ben, les accords sont possibles pour mutualiser la profondeur. Vous voyez ça? On va mutualiser à ce niveau-là pour essayer de juguler les menaces. Très important. Donc, ce n'est pas la même chose qu'il s'agit de puissance impérialiste. Ce n'est pas la même chose qu'il s'agit de pays qui ne sont pas des puissances, qui sont des petits pays, qui sont des pays, entre guillemets, moyens, qui comprennent la nécessité de mutualiser la profondeur que chacun se donne. Voilà. Bon. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut aborder l'affaire de la profondeur stratégique. Merci, Monsieur le Président. Mais il arrive aussi qu'un pays soit dirigé par des traîtres. Vous voyez, M. Talon a décidé que le Bénin va devenir la profondeur stratégique de la France. Il a dit. Bon, il a dit, mais c'est un détriment des pays voisins. Et de ses propres populations. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Vraiment, c'est une notion. Il y a une dimension, il y a l'idée générale, le concept théorique de la profondeur, mais c'est plus le terrain concret qu'on va voir la variété des situations, n'est-ce pas, que peuvent engendrer l'idée de profondeur stratégique. Merci, Monsieur le Président. Nous retenons que ce n'est pas un concept statique. Non, il n'est pas statique. Monsieur le Président, quand nous évoquons certains noms, on peut parler de Alfred Mackinder, de Zbigniew Brzezinski, de Henry Kissinger, de Francis Fukuyama, de Sergei Karanagov ou encore d'Alexandre Dugin et même de Bandakani. Un thème survient, le concept
de géopolitique. Monsieur le Président, vous dites souvent qu'un État qui ne fait pas de la géopolitique n'existe pas. Monsieur le Président, qu'est-ce que la géopolitique? Oh. Bon, il y a des mots comme ça qui sont utilisés tous les jours, mais qui ne sont pas faciles à définir. Mais bon, c'était des noms, ouais, ce sont des noms assez connus. Quand on parle de géopolitique, Napoléon disait que la politique d'un État, c'est sa géographie. La géographie. Donc, la géopolitique, c'est simplement la capacité d'articuler la géographie à la dynamique des relations internationales pour défendre les intérêts fondamentaux, les intérêts vitaux d'un État. D'un État. Voilà. D'un groupe d'États. D'un groupe d'États. Donc vraiment, je donne la définition la plus simple. Hein, la plus simple. Mais je crois qu'elle est assez représentative au niveau général. Elle est assez représentative au niveau général de l'idée qu'on peut se faire de la géopolitique. De manière fondamentale, c'est ça, c'est la géographie. La base de la géopolitique, c'est la géographie. Bon. Aujourd'hui, il y a les géographies physiques, il y a les géographies numériques. Il a toujours existé la géographie immatérielle. Il y a la géographie théorique. Attention. Mais ce qui est sûr, c'est la géographie. C'est la base. Maintenant, il y a la dynamique internationale qu'elle relève du droit international ou bien qu'elle relève de la dynamique propre aux États qui, dans la défense de leurs intérêts, créent de l'international. Donc, il faut être en mesure d'articuler sa géographie à cette dynamique internationale pour défendre ses intérêts. Alors, ça demande évidemment une capacité de projection intellectuelle, une capacité de mobiliser des données et pour construire un imaginaire de projection, mais aussi un imaginaire de défense, n'est-ce pas, dans le cadre des intérêts d'une nation, d'un pays. Merci, Monsieur le Président. Une fois qu'on a balayé les préliminaires, c'est-à-dire les définitions, on va entrer dans le vif du sujet. Il s'agit ce soir de parler de l'Asie. Donc, si on peut résumer la géopolitique, on peut aussi dire que c'est la manière dont un État conçoit son avenir par rapport à d'autres États qui l'entourent, par rapport à d'autres États avec qui il est en relation objective ou pas. Comment on définit sa place dans le monde, dans le Conseil des relations internationales. C'est ça la géopolitique. Donc tout ça relève de la géopolitique. Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour ces éclaircies sur la géopolitique. Alors ici, il s'agit maintenant de parler de l'Asie. Elle est le continent le plus vaste et le plus peuplé du monde, avec en son sein deux États, l'Inde et la Chine, qui ont pour eux seuls 1 milliard d'habitants. Elle a une population dynamique et industrieuse. Le dynamisme économique asiatique est tellement évident qu'il est admis que ce continent tire la croissance économique mondiale. Les taux de croissance réalisés par les pays de cette région sont largement au-dessus de la croissance réalisée par les pays européens. On ne peut donc pas être surpris que ce continent suscite toutes les convoitises de la part des puissances occidentales qui veulent profiter de ce dynamisme économique objectif. Monsieur le Président Bandakani, quel est de votre point de vue analytique le tableau géopolitique actuel de l'Asie et plus particulièrement celui de l'Asie du Sud? Bon, quand on parle de l'Asie, hein, il y a l'Asie profonde qui s'enracine depuis ce qu'on pourrait appeler l'Asie millénaire. L'histoire millénaire de l'Asie avant sa rencontre avec l'Occident. Mais il y a l'Asie, comment elle a intégré l'histoire contemporaine. Ça fait. De ce point de vue, quand on parle de l'Asie, évidemment, ça nous renvoie dans un premier temps à la rencontre
ce vaste continent et l'Occident. Ça s'est fait dans les modalités qui sont connues. La colonisation, qui a entraîné évidemment les dynamiques de décolonisation. On schématise comme ça un peu. Il y a les dynamiques propres à l'Asie, entre peuples asiatiques dans l'histoire. D'ailleurs, ça explique même l'antériorité de certaines rivalités en Asie, y compris avant la colonisation. Que la colonisation va venir exacerber, va venir dynamiser davantage. Catalyser. Oui, si vous voulez catalyser. Donc, il y a ça. Alors, de ce point de vue, un pays comme la Chine a été travaillé dans sa rencontre avec l'Occident parce que nous connaissons tous, par exemple, les guerres de l'opium. Donc, il y a un avant et il y a un après, les guerres de l'opium. Vous avez un pays comme le Japon qui a une histoire avec les États, avec l'Occident depuis les Meiji. Depuis les Meiji. Mais il y a même la parenthèse de l'impérialisme japonais en Asie. Et le Japon impérial, c'est un fait historique qui a travaillé l'Asie de manière profonde et qui va avoir les conséquences jusqu'aux années 1900. Années 1900. Donc, il y a des dynamiques endogènes sur un temps très long qui caractérisent ce que vous appelez l'Asie, à travers l'histoire des peuples qui composent, des peuples et des nations qui composent cet espace-là, ce vieil espace historique. Mais d'un point de vue géopolitique, on se réfère à ce qu'on pourrait appeler, qu'on appelle généralement le Heartland. Le Heartland, c'est l'idée, il a parlé de Mackinder tout à l'heure. Mackinder, c'est le père de cette pensée. Mackinder, un des plus grands géopoliticiens américains, un des fondateurs de l'école géopolitique américaine. Le Heartland, c'est l'idée que les Américains se sont fait depuis très longtemps que la sécurité de l'Amérique n'est pas possible si la Chine n'est pas neutralisée. Donc, il faut que l'Amérique, s'installe en Asie pour neutraliser la menace constituée par la Chine, qui est le cœur, le cœur de l'Asie, d'après cette lecture-là. Alors, ça c'est une variable structurante de la situation de l'Asie quand on parle de l'Asie. Donc, de ce point de vue, il y a donc une géopolitique de l'Asie qui a ce qu'on pourrait appeler son moteur, c'est-à-dire ce qui en fait le moteur, et une carrosserie à la périphérie, une carrosserie qui couvrirait ce moteur, constituée par un puzzle d'États, n'est-ce pas, mais qui sont pris, qui sont râpés par la spirale dégagée par le choc fondamental qui traverse l'Asie, à savoir la rivalité qui est entre l'Occident d'un côté, porté par les États-Unis à l'heure actuelle, parce qu'avant ce n'était pas le cas, c'était les puissances européennes. Voilà, n'oublions pas ça, l'Angleterre, la France, etc. Donc le choc entre l'Occident et la Chine, qui, par son immensité territoriale et sa centralité en Asie, est un problème fondamental pour l'Occident dans sa situation d'hégémonie planétaire. Donc, il y a ça. Donc, il y a donc, quand on parle de l'Asie, il faut tenir compte de toute cette dynamique. Les dynamiques endogènes en Asie, de par la très longue histoire de l'Asie à travers ces peuples seulement vieux, hein, les Chinois, les Mongols, etc. Pour ne citer que ça. Voilà, même les vieilles religions de l'Asie, c'est un facteur extrêmement important quand on parle de l'Asie. Le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam même, oui, l'islam, là, le taoïsme, le confucianisme, etc. Donc,
il y a toutes ces constellations civilisationnelles qu'il faut prendre en compte sérieusement pour comprendre ce qui se passe dans cette région-là. Ouais. Maintenant, donc, l'actualité géopolitique, l'actualité de ce pays-là, c'est, parlons comme ça, du point de vue axial, c'est le fait que vous avez d'une part des pays qui émergent, on appelle pays émergents, qui donnent ce concept, qui émergent et qui sont en train de renverser l'histoire, qui renversent la dynamique historique. Et vous avez donc les pays qui ont dominé, l'Occident qui a dominé l'Asie, et dont l'histoire récente met en avant les États-Unis dans un conflit, dans un conflit très actuel avec la Chine. Et ça, c'est le conflit moteur, c'est le conflit fondamental qui travaille la situation de l'Asie dans son ensemble. Mais auparavant, la guerre froide a structuré. Et évidemment, il y avait deux blocs pour l'histoire. D'un côté, le bloc qui appartenait, parlons comme ça, au bloc occidental, et d'un côté, le bloc qui appartenait à l'univers communiste. Donc la chute du mur de Berlin a créé, c'était, pour une part de catastrophe, c'était un séisme, parce que ça a laissé beaucoup de pays, bon, même s'il en reste encore, ça a laissé beaucoup de pays sans repère fondamental, qui se sont retrouvés pris dans la tenaille désormais d'une évolution du capitalisme dans ce pays-là, libérés désormais de tous ces démons. Donc, ces pays-là ont dû faire face à cette situation-là, et ça a redessiné complètement les cartes en Asie. C'est vrai pour l'Inde, c'est vrai pour ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est, etc. C'est vrai pour ce qu'on appelle le dragon. On sait ce que ça veut dire, les dragons, etc. C'est vrai pour le Japon, c'est vrai pour, bref, les grands pays comme les Philippines, l'Indonésie, etc. Bref, jusqu'en Asie centrale, on va parler de l'Afghanistan, mais aussi de tous les stans là qui ont émergé à la faveur de la chute de l'Union soviétique. Donc, quand on parle de l'Asie, il faut hiérarchiser. Il y a ce qu'on pourrait appeler les dynamiques centrales, les dynamiques les plus déterminantes. Vous avez les dynamiques qu'on pourrait appeler les dynamiques qui sont des effets, n'est-ce pas, les conséquences moi j'appelle ça des conflits moteurs, n'est-ce pas? Et vous avez enfin la situation, si vous voulez, des pays pris en tant que tels. Donc, si on peut donc se résumer, à l'heure actuelle en Asie, vous avez encore ce qu'on appelle, c'est la différence avec d'autres blocs. C'est-à-dire, si le soviétisme en s'effondrant, par exemple en Europe, a libéré, a disparu. Mais en Asie, vous avez la Chine, qui est un pays communiste. Vous avez le Vietnam. Vous avez la Corée, qui sont encore des pays qui ne cachent pas leur appartenance à ce qu'on pourrait encore appeler la sphère communiste. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ce n'est pas une donnée comment on dit ça, à négliger. Vous avez d'un côté le problème japonais. Le Japon, ancienne puissance impériale colonisatrice, qui s'est distingué par ce qu'on appelait la cruauté des Japonais, un militarisme extrêmement cruel, et qui, la manière dont son empire impérial s'est effondré, a déterminé la situation actuelle de l'Asie en Asie. D'abord, ça a servi de prétexte à l'installation de l'Amérique totalement en Asie, dans le Pacifique, puisque c'est ça, MacArthur au Japon, jusqu'à aujourd'hui, l'armée américaine stationne au Japon. On parle de plus de 80 000 soldats. Tout à fait, au Japon. Jusqu'à aujourd'hui, alors nous parlons, ça fait du Japon une excroissance des États-Unis. Et un pied à terre des États-Unis dans la sous-région. Il y a la vieille rivalité entre la Chine et le Japon.
ça a des racines très, très, très profondes. Ça a été exacerbé justement par le militarisme japonais, hein, la manière par laquelle cela s'est soldé. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas réglé. Jusqu'aujourd'hui, on continue à réclamer, n'est-ce pas, au Japon, des réparations qui sont liées à ce militarisme-là. Vous avez, toujours parlant de l'Asie, vous avez la situation de l'Inde et le Cachemire, la question du Cachemire, qui sont des épicentres, des foyers de tension qui peuvent exploser à tout moment. La question du Cachemire. Vous avez même la situation des pays, ce qu'on appelait toute la ceinture qui va des deux Corées jusqu'aux pays environnants. Laos, Cambodge, jusqu'au Vietnam. Bon, aujourd'hui, l'idée que la Corée du Nord, par exemple, se fait de son avenir est quelque chose de potentiellement conflictuel. Parce que la Corée du Nord, elle n'a pas renoncé à l'idée d'unifier les deux Corées. Et elle considère que son avenir, sa sécurité, ne peut être garantie que si elle réunifie les deux Corées. Par exemple, réunifier les deux Corées, vous savez que c'est déclarer la guerre aux Occidentaux, donc surtout les Américains, par exemple. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Alors aujourd'hui, la Russie et la Chine ont une alliance forte. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, ils ont une alliance forte. Ça rassure la Chine. Du côté nord, ça rassure la Chine. Mais la Chine elle-même, est un problème pour beaucoup de pays qui l'entourent. Son gigantisme est une menace objective pour la survie de ces pays-là. Et ça pousse ces pays à rechercher des parapluies. Des parapluies. Et l'Amérique est à côté en disant que bon, je suis là. Ceux qui croient. Kissinger a dit qu'il est mieux d'être l'ennemi de l'Amérique que d'être son ami. Mais bon, il y a cette situation-là qui fait que le gigantisme chinois et l'idée que la Chine se fait de son désenclavement, n'est-ce pas, est un problème pour tous les pays, les petits pays qui y a autour. Donc, l'enjeu de l'Asie est très grand, il est vaste, et il est en perpétuelle recomposition. Mais on peut dire que le sens de l'histoire en Asie aujourd'hui, c'est le combat entre l'Asie prospère, l'Asie qui émerge, l'Asie qui émerge, et qui est clairement déterminée à prendre sa revanche sur l'histoire. Et d'un côté, donc, les États-Unis, tête avancée de l'Occident, qui estime que une Chine indépendante, une Chine puissante, est la plus grave menace qui pèse sur l'Asie, sur les intérêts américains. Là est le moteur de l'histoire, on peut le dire comme ça, qui travaille, n'est-ce pas, comment on dit ça, l'Asie prise dans son ensemble. Monsieur le Président, est-ce pour cela qu'en 2011, l'ex-secrétaire d'État américain sur Obama, Hillary Clinton, annonçait l'adoption par les États-Unis du pivot stratégique vers l'Asie? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que les États-Unis estiment que si la Chine devient une puissance, c'est un problème pour lui? Est-ce que ça a un rapport avec ce projet? La séquence Obama, c'est une séquence. C'est comme ça que lui, l'individu voyait la faire, mais ça va au-delà de lui. Parce que les enjeux géopolitiques et stratégiques dans l'Asie, du point de vue américain, ne dépendent pas d'un président. Ce sont des données qui sont pensées sur un terme extrêmement long. Parce qu'il est question des intérêts vitaux américains, des USA. Mais rappelons quand même que c'est... faut comprendre. Quand on parle de géopolitique, il ne faut pas oublier la dynamique propre au capitalisme. Ce sont des États capitalistes. L'Occident est capitaliste. Donc, c'est sa nature fondamentale. La géopolitique est la fille de l'expansion capitaliste de l'Occident. De sa géopolitique. Donc, il faut donc voir de ce point de vue un ensemble de réalités qui se télescopent et paraissent contradictoires. Le capitalisme occidental ne pouvait pas survivre s'il n'y a pas eu la parenthèse de son alliance avec la Chine.
C'est ça, l'accord sur le dollar. Il y a eu un deal dans les années... la fin des années 80, 90 à montant. C'est la base, c'est cette base que la Chine a pu devenir l'atelier du monde. Mais est-ce que les capitalistes avaient le choix? Le capitalisme, dans son expansion, ne pouvait pas se passer de la Chine. Alors, il y a dans la dynamique propre au capitalisme. Et ce n'est pas seulement pour la Chine. Il faut aussi voir comment, depuis la fin de la guerre froide, comment le capitalisme se développe dans toute l'Asie. Dans toute l'Asie. Il y a des pays qui en font des frais, il y a des pays qui gagnent. Donc, il y a cette dynamique-là, il y a la dynamique, la logique économique. Alors, d'ailleurs, c'est elle-même qui définit les principes, la manière dont la géopolitique américaine, qui ne sont pas des États-Unis, va s'articuler dans cette région-là. Et une fois de plus, la rivalité économique avec la Chine, qui, pour sauvegarder, n'est-ce pas, comment on dit ça, l'hégémonie en matière économique. Donc, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Donc, les mesures économiques de la Chine étaient d'abord indispensables, dans un premier temps, pour le capitalisme. La Chine a retourné ça à son avantage à cause de son organisation politique. Maintenant que la Chine se lève et est obligée donc de, comment dire ça, se lève et s'est lancée à retourner, n'est-ce pas, le capitalisme à son avantage, ça aggrave, n'est-ce pas, le différend, le vieux différend historique et géopolitique qui le pose aux États-Unis. Alors, ça va déterminer les relations de la Chine avec la Russie. Ça va déterminer les relations de la Chine avec tous les pays de l'Asie. Et vous pouvez donc comprendre les conflits qu'il y a en mer de Chine, les conflits qu'il y a au niveau des îles, que ce soit Kuril, que ce soit Sendaku, toutes ces îles-là, où la Chine est en conflit avec d'autres pays sur la question. Alors quand ces pays-là, vous les abordez, ils vous parlent des menaces. Hégémonique. De l'hégémonie de la Chine. Non, ils sont un peu plus violents. De l'impérialisme chinois. Ils ont ce terme-là. Alors, je vais pas revenir sur la question de Taïwan. Taïwan, qui est... voilà, j'allais oublier ça. Éternelle réunification. Oui, qui est le conflit, c'est-à-dire le conflit de conflits, l'épicentre des épicentres. La question de la relation. Le futur épicentre. Oui, des épicentres entre la Chine et les États-Unis, mais aussi qui va déterminer la relation de la Chine avec les autres pays. Voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, il y a d'abord le paramètre économique qui est très important à voir, comment les pays de cette région-là essayent de se reproduire sur le prisme capitaliste, déjà en soi, la manière dont cette dynamique produit les classes, les catégories sociales, et comment ces catégories sociales, dans chaque pays, des pays respectifs, pensent son avenir, pensent son rapport, non seulement au capitalisme, n'est-ce pas, mais aussi, de ce point de vue-là, au pôle les plus rayonnants en la matière, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit même Taïwan. Il a beau être un protectorat américain, mais... Donc, il y a tout ça qui travaille, et maintenant il y a la géopolitique pure. Je l'ai dit tout à l'heure, comment les pays se situent, n'est-ce pas, entre la bataille des grands. Vous avez des pays qui vont se retrouver au cœur, par exemple, des routes stratégiques. Ça devient un problème. Les pays comme le Sri Lanka ont ce problème. On voit de leur place, leur stratégique. Les nouvelles routes de la soie et les routes maritimes. C'est ce que j'ai appelé le désenclavement chinois. Vraiment chinois. Et ça parle plus que tout. Donc vous avez des pays comme l'Afghanistan, qui, à cause de la position stratégique qu'il a en Asie centrale, est au cœur d'enjeux géopolitiques extraordinaires qui font que ce pays ne connaît rarement la stabilité, par exemple. Vous avez le triangle du pavot, par exemple. Le triangle d'or du pavot, le triangle d'or, avec la culture du pavot. Et tout ce que cela comporte en termes de conséquences. Donc, vous avez la présence des États-Unis, qui a des alliés, des pays alliés, au plan militaire clair et net. Vous avez
la question des routes stratégiques, des détroits, il y en a qui sont sécurisés, il y en a qui sont peu sécurisés, mais il n'en demeure pas moins stratégique. Vous avez des questions de revendication territoriale. C'est la querelle pour le contrôle des îles, etc. N'est-ce pas? Tout ça détermine les alliances, tout ça fait éclater des alliances, ça nourrit des décompositions, etc. Ça fait que l'Asie, c'est un endroit qui, bien que maintenant concentrant, bien que devenu le centre névralgique de l'économie mondiale, mais est en perpétuelle recomposition. Les alliances au fond, les alliances se dénouent. Vous avez des pays qui ont une ligne, comment dire ça, originale, comme l'Inde. Ne s'aligne pas. L'Inde ne s'aligne pas. L'Inde dit, moi, je traite avec qui je veux, je ne m'aligne pas comme ça. Donc l'Inde garde, n'est-ce pas, son originalité et son long alignement historique. Voilà. Donc vous avez ça. Mais vous avez le Japon connaît son alliance indépendance à l'égard des États-Unis. Vous avez actuellement la nouvelle alliance, le renouveau de l'alliance, un renouveau solide hein, de l'alliance russo-chinoise. Bon, tout ça met, vous avez le jeu des pays comme le Philippines et l'Indonésie. Si un pays comme le Philippines a été longtemps sous la coupe des États-Unis, vous avez l'Indonésie qui, lui, cherche sa voie et qui est tiraillé aujourd'hui entre comment dit ça, qui est entre la volonté des Américains de les mettre dans leur orbite et la volonté d'indépendance de ce pays-là. Ce ne sont pas les petits pays. Hein. L'Indonésie, c'est un très grand pays. Plus de 280 millions d'habitants. Et même les Philippines. Ce sont des pays stratégiques. Hein. Et quand vous voyez leur position, ils sont au sud de la Chine. Ce sont des pays qui n'ont pas du sud, ils sont au sud de la Chine. C'est des pays extrêmement stratégiques. On peut oublier la Malaisie, Singapour, etc. Donc vraiment, on a un échiquier extrêmement étriqué, un échiquier extrêmement diversifié, mais qui a des, comment on dit ça, qui a des points de convergence, qui a des centres de gravité qu'on peut lire, qui permet de lire, n'est-ce pas, d'avoir une idée générale de l'évolution de cette partie du monde. Merci, Monsieur le Président. On va passer à la prochaine question. Ici, nous allons nous intéresser à la situation socio-économique de la zone d'Asie du Sud. Alors, nous avons constaté qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, certains pays d'Asie du Sud ont été sous l'influence du communisme. Merci, je viens de le dire. Oui. Mais nous avons observé également dans les pays comme le Népal qu'il y a des dissensions internes entre plusieurs partis et même des courants entre les partis politiques communistes, ce qui amène à des processus de révolte ou de révolution et qui entraîne le rejet des institutions, pire encore, la violence contre les élites. Monsieur le Président, comment interpréter cette dichotomie entre l'héritage marxiste-léniniste dans la région et l'accentuation des politiques néolibérales par les gouvernements en place? Bon, avant de revenir sur la question, il faut repréciser dans le but d'éviter un excès de schématisation. Le fait de dire, il faut bien comprendre, tout à l'heure dans mon propos, j'ai indiqué qu'il y a ce que j'ai appelé l'Asie millénaire, avant la rencontre avec l'Occident. L'Asie millénaire. C'est une vieille histoire, c'est une histoire de civilisation, que ce soit au niveau de la Chine, que ce soit au niveau de la Mongolie, que ce soit au niveau du Japon. Vous avez des peuples ce sont de vieilles civilisations. J'ai indiqué aussi le poids des religions en Asie. Attention, il ne faut pas simplifier l'influence des religions. Parce que vous avez des pays qui sont unireligieux, vous avez des pays qui sont unireligieux, ce qui fait une empreinte civilisationnelle très importante et un ciment d'unité qui est un levier important dans la bagage politique. Il faut faire attention. Il y a ces pays-là.
Bon, il y a l'enjeu de l'islam, que ce soit en Asie centrale, etc. Qui est d'ailleurs au cœur des enjeux entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan, tout à fait. Et même qui a institué pendant très longtemps, au nom de la lutte contre le terrorisme, des alliances inédites entre même la Russie, les États-Unis, et même la Chine qui s'entendait qu'il faut lutter contre le terrorisme. Bon, avant qu'il y ait de l'évolution à ce niveau-là. Plus la Chine a émergé, a avancé dans son émergence, plus les accords se transformaient en conflit. Donc, de ce point de vue, on peut dire que ce qui travaille aujourd'hui l'Asie, c'est la manière dont chaque pays envisage son avenir au niveau économique. Et la manière dont les élites de ces pays-là nouent des alliances pour atteindre ce but-là. Donc, comment on appelle ça? L'influence idéologique est reléguée à l'arrière-plan, si on se réfère à la guerre froide, et est remplacée par la nécessité de rattraper, de procéder à ce qu'on pourrait appeler un rattrapage économique. C'est très important. Pour comprendre la question que vous m'avez posée concernant ces révolutions-là. C'est ça, non? C'est cette révolution-là. D'abord, il faut faire attention. Il faut éviter une chose. Je vous ai dit que depuis la chute du mur de Berlin, en Asie, les pays se sont retrouvés devant le défi de se reconvertir, économiquement parlant, donc d'embrasser le capitalisme. Alors, il y a des pays qui étaient mieux préparés, il y en a qui n'étaient pas du tout. Et vous avez des pays qui sont encore, où coexistent, n'est-ce pas, une certaine chape idéologique, et en même temps la nécessité et la volonté de s'arrimer à la nouvelle donne économique. Alors, ça crée beaucoup de problèmes. Vous avez des pays, si on prend le cas de, je vous ai cité le Sri Lanka, si on prend le Bangladesh, vous allez voir que si on prend le Népal, le Bangladesh, ce sont des problèmes économiques qui sont en première ligne dans la chute des régimes. Au niveau je crois que ça doit être du Bangladesh, il y a un problème qui a déclenché ce mouvement-là, c'est la question des quotas. Les quotas, c'est-à-dire que des privilèges réservés à une catégorie de la population, les vétérans de la guerre, l'indépendance, etc., qui avaient des privilèges que la nouvelle génération n'acceptait plus. Et ça a été mal géré, et ça a débouché sur ce que nous avons tous connu. Donc vous voyez très bien qu'il ne faut pas sous-estimer les facteurs internes. Pourquoi? Le capitalisme chinois a des ressorts que la plupart des pays autour n'ont pas. La Chine est très avancée aujourd'hui dans la maîtrise de ce qu'on pourrait appeler la dotation factorielle, que très peu de pays dans la sous-région, en Asie, ne peuvent pas concurrencer la Chine à ce niveau-là. Ça fait qu'elle n'a même pas besoin de venir vous coloniser militairement. C'est une colonisation économique de fait. Puisque aucun pays n'a mesure de soutenir la concurrence avec les produits chinois. Parce que les modalités de production et l'évolution technologique de la Chine donnent à la Chine des marges de manœuvre qu'aucun pays ne peut avoir. Bon, ça crée en soi un déséquilibre dans la sous-région. Parce que vous imaginez, comme il n'y a pas de philanthropie, la Chine n'ayant pas pour mission de développer les autres pays, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça le rôle de la soie. J'ai appelé ça le désenclavement. C'est un mot poli, mais en réalité, c'est la volonté de la Chine de préserver ses avantages, son hégémonie dans cette sous-région-là. Et ça se fait au détriment des équilibres économiques des pays qui ne peuvent pas soutenir la compétition. Donc, vous avez donc, de ce point de vue, vous avez donc l'Occident qui opère là-bas
avec ces histoires de zones de libre-échange comme solution qu'elle offre à ces pays-là. Or, les zones de libre-échange n'ont jamais développé un pays. Il s'agit simplement d'agrandir les marchés multinationales dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler l'économie d'échelle. Ça laisse beaucoup de l'essentiel de la population à la marge du progrès, à la périphérie de la prospérité. Beaucoup. Donc, ça fait le lit de contestation future au niveau interne. Puisque dans la plupart de ces pays-là, a succédé à ceux qui étaient communistes, à des systèmes politiques qui prévalaient avant, a succédé une économie néolibérale qui entraîne dans les pays des inégalités insoutenables, des écarts insoutenables entre l'élite dirigeante et les populations. Donc, de ce point de vue, ces pays-là sont extrêmement vulnérables. Il suffit de rien pour que ça explose. Et ça prend donc des tournures, vous avez parlé de ça, de violence qui nous surprennent. Mais vous allez voir, je vous dis une chose, vous allez pas, ça dit que, vous allez voir, quand c'est comme ça, vous verrez rarement une implication directe de la Chine dans ce type de conflit. Il y en a où elle intervient directement. Quand elle considère que c'est son espace vital, elle peut être... Mais, je l'ai dit, elle n'a pas besoin parce que sa puissance économique fait l'affaire. Et donc, peu importe le gouvernement en place, elle en tirera profit. Vous avez compris, c'est-à-dire ça fait l'affaire. Ça fait donc que c'est une domination économique qui en réalité, comment dire ça, ne donne pas l'impression d'être une domination de type classique qu'on a connu, colonisation directe, envahissement militaire, etc. Mais puissance économique, hégémonie économique qui est un problème sérieux pour tous les pays qui sont autour. Donc, c'est une soft hégémonie. Soft hégémonie, parlons comme ça, pour l'instant. Mais pour l'instant, Monsieur le Président. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, parce que on ne connaît pas comment ça va se terminer. La rivalité américano-chinoise, on ne sait pas comment ça va se terminer. On ne connaît pas comment la question de Taïwan va se régler. Vous ne parlez que de ça. Je ne parle même pas du Japon. Donc, c'est pour ça que je parle d'une zone en perpétuelle recomposition. Donc, ça fait que vous avez donc d'un côté la puissance économique chinoise et d'un côté le capitalisme classique occidental qui n'offre à ces pays-là, comme je vous l'ai dit, les zones de libre-échange. À partir du moment où le modèle singapourien s'est épuisé, il n'est pas reproductible en les temps. La Malaisie a pris une trajectoire que tout le monde connaît. Son premier ministre, Mahathir Mohamad, le héros du pays, il a dit niet à tous les ajustements structurels. Il a imprimé la voie malaisienne. Donc, il y a un modèle malaisien aujourd'hui. Alors, tout ça, vous voyez, ces inégalités de développement et ces inégalités dans dans l'insertion de chaque pays dans ce qu'on pourrait appeler l'économie monde. L'économie monde, parce que avec la Chine et les États-Unis, les deux là, on est dans l'économie monde là. Donc, les inégalités dans l'accès aux avantages, aux gains de l'économie monde expliquent, n'est-ce pas, les différentes implosions. Monsieur le Président, nous venons d'étudier le tableau socio-économique de la situation en Asie du Sud. Monsieur le Président, intéressons-nous plus spécifiquement à l'histoire de l'Asie. L'Asie a été colonisée par l'Empire britannique et par plusieurs colonisateurs, mais l'Empire britannique est celui qui a manifestement le plus marqué cette région. Monsieur le Président, quand nous observons bien cette zone, nous rencontrons là des similitudes, que ce soit en termes de géopolitique, que ce soit en termes de facteurs de déstabilisation qui sont similaires à ceux hérités des pays, par des États comme ceux d'Afrique post-coloniaux. Monsieur le Président, pensez-vous que l'héritage de l'Empire britannique constitue un élément majeur de déstabilisation de l'Asie? Bien sûr, bien sûr. Et normalement, d'ailleurs,
à partir du moment où le découplage entre les Britanniques et les Américains n'est pas encore acté, il ne faut pas rêver. Les deux marchent ensemble. Parce qu'il n'y a pas d'Amérique sans l'Angleterre et vice-versa. Ils s'appellent cousins. Oui, parce que les Anglais, à un certain niveau, considèrent que les USA, c'est la continuité de leur empire. La continuité de leur empire. Voilà. Et les Américains, les États-Unis, connaissent ce qui les lie à l'Angleterre de ce point de vue. C'est important de rappeler ça parce que tout à l'heure, quand on parlait des dynamiques qui travaillent l'Asie et que on parlait de l'influence de la Chine avec sa puissance économique et l'impact que ça a dans la sous-région, et on parlait de la manière dont les autres capitalismes qui ont longtemps dominé la région se recomposent par rapport à l'émergence de la Chine, que ce soit du côté des entreprises américaines, que ce soit du côté des États-Unis, ou bien que ce soit même des résidus de l'Empire britannique, à ce niveau-là. Il y a une ou deux données sur lesquelles il faut insister. Il y a la manière dont le pouvoir financier se déploie dans ces régions-là. Enfin, vous avez des pays qui sont comme des paradis fiscaux dans ces pays-là. Vous avez des pays qui ne sont rien d'autre que des démembrements de la finance internationale. Quand vous le regardez fonctionner, il n'y a que ça. La manière dont ces pays-là essaient de se greffer sur les dynamiques qui travaillent l'économie, de manière à trouver leur compte, n'est-ce pas, est fonction justement de la capacité à attirer parlons comme ça, les démembrements des centres financiers. Il y a aussi la capacité à valoriser les ressources naturelles pour les pays qui les ont, dans le cadre de cette expansion-là. Donc, c'est comme ça que les pays en question en Asie essaient de se battre pour essayer de s'arrimer à la donne qui est caractérisée d'une part par la domination économique chinoise, d'autre part, je vous ai dit ça tout à l'heure, la manière avec laquelle le capitalisme se déploie dans ces régions-là à travers les zones de libre-échange, qui ne sont que des modalités pour gérer ce que j'appelle la variable constituée par ce que j'appelle la dotation factorielle. Donc, à partir du moment où je vous ai dit que le modèle singapourien, là, ça s'est épuisé, c'est-à-dire que les dragons, on a vu que les dragons, on a pu multiplier les dragons. Hong Kong, on a parlé de Taïwan, on a parlé de Singapour, etc. Ça s'est épuisé. On voit très bien qu'on était là dans le cadre d'une division du travail, capitaliste, à un moment donné, division du travail. Mais tout ça, vous voyez que le retour de la Chine au premier plan et l'émergence de la Chine a émoussé cette dynamique-là. Et on voit donc le retour, n'est-ce pas, comment dire ça, la centralité de l'affrontement économique qu'il y a entre les Américains et la Chine, qui est au cœur, une fois que je le dis, qui est au cœur du développement économique dans cette région du monde. Donc, de ce point de vue, je répète encore, je le dis, les révolutions qu'on observe, que ce soit au Bangladesh, que ce soit au Pakistan, que ce soit au Népal, au Sri Lanka, etc., il y a donc, vous voyez, donc la capacité des États à, comment dire ça, à concilier le train de vie des élites
et je le dis encore, les revendications de la population. Et pour ça, on n'a pas besoin de faire des efforts. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le point d'équilibre est rompu, ça se manifeste aussi violemment comme ça. Mais je vous répète à dessein, il y a un problème de perspective. Il y a un problème de perspective. C'est-à-dire comment les autres nations vont réussir à définir leur voie propre, n'est-ce pas, face, je vous dis ça, face à ces deux géants qui sont en train de s'affronter sur le continent. De peur de devenir, comme on dit, les herbes qui souffrent alors que les éléphants sont en train de s'affronter. Une forme de remake de la guerre froide. Bon, oui, d'un point de vue économique, à ce moment-là, guerre économique, et ça prend une dimension très actuelle avec la guerre entre Donald Trump et Xi Jinping. Ça prend cette dimension-là, parce que ne pensez pas que aujourd'hui on observe un mouvement. Les Chinois vont très loin. Dans cette bataille-là, l'Amérique est en train de laisser les plumes. Hein. Les Chinois vont très très loin. Ils sont en train de couper au fur et à mesure tous les liens qui pouvaient les faire dépendre des Américains à tout point de vue. Et ce qui suppose un recentrage de la Chine. Et quand la Chine va se recentrer où? D'abord, dans ce qu'elle appelle son espace naturel d'expansion. Mais là, il faut voir comment la Chine entend redistribuer, justement, comment elle va répartir, comment elle va redistribuer sa prospérité économique sans asphyxier ses pays. Ça pourrait se retourner contre elle, sans asphyxier ses pays. Et là, c'est une équation extrêmement difficile à résoudre. Et de ce point de vue, c'est important de souligner ici la manière par laquelle aussi, bon, tout n'est pas, comment dire ça, tout n'est pas figé. Hein. Les États essaient de s'organiser dans le cadre d'organisations intergouvernementales. Hein. L'ASEAN, par exemple, l'Association des États de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, les gens s'organisent dans le cadre pour essayer un peu de coordonner leur politique de manière justement à éviter de subir ce choc-là entre les deux grands éléphants qui sont en train de s'affronter dans la sous-région. Je n'ai pas oublié le Japon, hein, mais j'ai dit que le Japon, c'est ça. Ça vaut le contraire, ce sont les États-Unis. Vous avez dit que c'est une excroissance. C'est vrai qu'il y a des grands débats au Japon à l'heure actuelle. Il y a des grands débats pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut, de voir dans quelle mesure, qu'est-ce que le pays gagne encore réellement dans ce partenariat unilatéral qu'il a défini et a caractérisé son. Est-ce qu'une rupture de ce partenariat est possible, monsieur? Les Japonais sont en train de réfléchir. Il y a une grande réflexion aujourd'hui au Japon. Ça va vous surprendre. Les Japonais sont en train de lorgner les BRICS. Hein. Les Japonais lorgnent les BRICS. Ils regardent ça de très près. Donc il y a une grande réflexion qui est à ce niveau-là. Vous savez, le partenariat Arabie Saoudite-Américain, USA, qui était fondamental pour le dollar, ben, ça a pris fin là. Les Saoudiens ont dit, mais ça va. Ils se sont tournés, carrément. C'est-à-dire que les Américains n'ont plus ce contrôle que les exercent sur l'Arabie Saoudite. Dans le Japon, il y a une très grande réflexion à l'heure actuelle au Japon, qui vise, n'est-ce pas, pour le Japon, à tirer les conséquences de la nouvelle donne qui prévaut en Asie, justement à cause de la puissance économique chinoise, mais aussi les processus multipolaires qui travaillent le monde. Attention, les Japonais suivent ça de très près. Et l'Asie est travaillée par ça. La dynamique créée par les BRICS, la Chine, qui est à fond dans les BRICS, l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui aujourd'hui est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant dans les mains de la Chine pour essayer comment dire ça, d'attirer autour de la Chine les pays qui sont déçus, n'est-ce pas, par l'Occident. La mondialisation. Oui, ils sont déçus par la mondialisation, merci. Ils sont déçus par la mondialisation. La Chine essaie de les attirer dans le cadre de cette organisation. Là, et croyez-moi, ça bouge. Beaucoup de pays frappent à la porte. De cette organisation. Beaucoup de pays frappent. La dernière conférence qui a eu lieu, vous avez vu, il y a une affluence vers cette organisation-là.
Le but, c'est le chemin il est clair. Quel est le modèle qui offre le plus de perspectives? Quel est le modèle qui est le plus imitable, en moins de frais? Ce n'est plus du côté de l'Occident, c'est évident. Le déclin de l'Occident a des conséquences en Asie. En Asie. Et la manière dont les Américains, c'est pas avec Donald Trump, vont négocier le tournant-ci dépendra carrément du sort de l'Occident à ce niveau-là. Et on observe que la Chine est bien partie, la Chine est bien armée pour aborder ce tournant, où elle est en train de battre l'Occident sur le terrain économique. Et ça à fond, hein, à fond. Simplement, comme je l'ai dit, est-ce qu'elle sera capable de partager ce qui fait sa force? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, on est dans un processus historique fort qui travaille l'Asie, certes autour de la Chine, avec sa grande prospérité économique, mais aussi au fait que beaucoup de pays en Asie cherchent leur voie. Et beaucoup ne sont pas prêts à faire les frais de la prospérité chinoise. Donc, entre non-alignement, je vous ai montré le modèle indien, mais que d'autres pays aussi le gardent. Donc, on a fait une espèce de ceinture concentrique qui se définit, qui se met en place autour de quelques pôles, mais tout ça est travaillé par la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Monsieur le Président, intéressons-nous actuellement à la question religieuse dans la région de l'Asie. En effet, l'Asie du Sud est dominée par 3 grandes religions, l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. Vous l'avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure. Mais d'autres courants religieux également, le christianisme, l'animisme, le syncrétisme et j'en passe. Monsieur le Président, l'Inde et le Pakistan, après une séparation sous fond de guerre, on se sera attendu à un élan de paix. Tout au contraire, 4 guerres, dont la plus récente en 2025, ont eu lieu. Le Sri Lanka, avec le séparatisme tamoul, dont la guerre s'est achevée en 2004 après plus d'une centaine de milliers de morts. Monsieur le Président Bandakani, la région est-elle en proie à une instrumentalisation géopolitique de la religion, selon vous? Bon, ce n'est pas exclure. Il est évident que la religion, en tant que facteur social, est travaillée par les dynamiques qui travaillent les sociétés et les capacités des classes sociales les plus en vue à capter à leur avantage les ressources qu'offre la religion en tant que telle. Vous allez voir que dans un pays comme l'Inde, le nationalisme indien, historiquement parlant, autour du parti du Congrès, je crois, on dit, a été remplacé aujourd'hui par un nationalisme islamique qui est incarné par le parti du Premier ministre Singh. Ben, ça, vous voyez que ça exprime aussi des mutations, des dynamiques qui travaillent l'Inde de l'intérieur. L'Inde, c'est une mosaïque. Une mosaïque de culture. C'est une mosaïque de culture, c'est une mosaïque même de religion. Donc, mais c'est une démocratie, mais l'Inde ne se considère pas comme un pays occidental. L'Occident dit d'ailleurs que c'est la plus grande démocratie. Oui, bien qu'étant une démocratie, l'Inde ne se considère pas comme étant un pays occidental. Donc, il y a on voit de temps en temps des tensions à ce niveau-là qui ont pour fond la religion. Mais je pense que jusqu'à présent, l'État indien réussit quand même à gérer, à maîtriser la situation. Il y a l'expansion de l'islam en Asie. C'est un problème, il ne faut pas croire que c'est un problème. Sans compter aussi le fait que c'est instrumentalisé par l'Occident pour déstabiliser la Chine. À ce niveau-là, il est clair que la question des Ouïghours, on voit très bien que là, il y a une instrumentalisation de ça
pour essayer de déstabiliser la Chine. Donc, moi, je pense plutôt que ça dépend. Les vieilles religions comme l'hindouisme, le bouddhisme ne sont pas des facteurs de division. Dans les pays qui ont ces religions-là pour culture, pour matrice civilisationnelle, ce n'est pas un facteur de division. Le problème, la religion qui peut plus poser problème, c'est l'islam, avec ses différentes versions. Pourquoi version, Monsieur le Président? Oui, attendez, une approche par exemple salafiste de la religion musulmane, c'est un radicalisme. Ils ne reconnaissent pas le droit international, ils ne reconnaissent même pas les États. Le salafisme a une autre vocation. Pour eux, c'est une approche extrêmement puriste de la Oumma. La Oumma avait un mépris profond pour tout nationalisme laïque, etc. Donc, une telle religion peut être justement sujette à une telle version de l'islam, peut être sujet à instrumentalisation. Et ça s'est déjà vu. On y est même déjà à fond. On est déjà à fond. Je pense que c'est ça qui a justifié à un moment donné que ce soit les Russes, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, à un moment donné, il y a eu un accord tacite entre les trois. Pour dire que non, c'est la question vraiment de terrorisme djihadiste, on peut s'entendre pour lutter, ça. Bon, évidemment, toute proportion gardée, mais il y a eu ça. Vous avez vu qu'à un moment donné, en Tchétchénie, c'est que ça peut causer un pays comme la Russie. Et les méthodes dures qui ont été utilisées par l'État russe pour venir à bout. Donc, c'est inévitable. Il y a une géopolitique des religions, il ne faut pas rêver. Il y a une géopolitique des religions à laquelle l'Asie n'échappe pas et n'échappera pas. Cette géopolitique des religions, évidemment, est instrumentalisée par l'Occident. Par l'Occident, c'est la perspective washingtonienne du champ des civilisations. Vous parlez de Samuel Huntington. Voilà, qui est instrumentalisé par l'Occident pour des visées géopolitiques dans le cadre de sa rivalité avec la Chine, d'une part, et dans ce projet de démembrement de la Russie, et même de la Chine, il ne faut pas évacuer ça aussi. Parce que la Chine, est au carrefour d'une dynamique de prospérité économique qui est indiscutable, qui est là, mais c'est aussi une dynamique de réaction à une menace existentielle qui vient des États-Unis. Le projet... Il y a des fous aux États-Unis qui pensent qu'il faut démembrer la Chine. Ça ne les gêne pas. Il y a des fous qui pensent qu'il faut démembrer la Russie. Ils sont à fond dans ça. Ils sont à fond dans ça. Indépendamment des conséquences terribles que ça aurait, non seulement pour le monde entier, mais même pour des conséquences pour le monde entier. On est à fond dans cette géopolitique. La Russie est très riche. Le sous-sol de la Russie, c'est fabuleux. Un scandale géologique. C'est fabuleux. Les Américains regardent ça avec une envie pas possible. Pareil pour la Chine. Vous voulez parler du Headland. Il est clair par rapport à ça. Cette approche-là est au fond de la pensée géopolitique américaine. Donc, la Chine aussi, quand elle pense, elle se dit, ben, écoute, ce problème majeur, c'est comment faire face à la menace que représentent les États-Unis. Et la manière dont elle construit ces relations avec les pays en Asie, est totalement déterminée par cette grande menace que les Russes font peser sur la Chine. Il y a ça aussi qu'il faut annoncer. Il y a ça aussi qu'il faut relever. Donc de ce point de vue, je disais tout à l'heure, pour ne pas m'éloigner de votre question, il y a une géopolitique des religions en Asie. N'est-ce pas? Et cela participe d'une instrumentalisation de la religion à des fins géopolitiques. On va s'intéresser. Et la manière dont aussi les classes sociales, c'est important, les classes sociales en interne dans le pays-là, utilisent la ressource de la religion pour consolider leur position. Donc c'est inévitable.
Monsieur... D'ailleurs, la question du Cachemire, ce qui se passe, l'enjeu pakistanais. C'est même le cœur de la question que nous voulons vous poser, Monsieur le Président. Tout à fait. Ce conflit entre le Pakistan et l'Inde, avec pour cœur le Cachemire, ne serait pas vraiment intéressant si les deux puissances n'étaient pas des puissances nucléaires. Monsieur le Président, quelle est la géopolitique sur le plan nucléaire dans la région? Ben, vous avez là les plans occidentaux dans le découpage d'une région en fonction de leurs intérêts géopolitiques et une distribution de l'arme nucléaire visant justement à créer les conditions qui rendraient indispensable la présence occidentale dans la sous-région. C'est ça le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Oui, la question du Cachemire, c'est quoi? Mais au-delà de ça, vous avez l'Asie centrale. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas l'enjeu de l'Afghanistan sans voir le comportement du Pakistan par rapport à l'Afghanistan. Comment le Pakistan utilise la question afghane, justement la question religieuse, la manipulation de la religion, pour essayer d'avoir un contrôle sur l'avenir de l'Afghanistan. Les talibans. La question talibane, c'est quoi? La question talibane, c'est un exemple d'instrumentalisation de la religion à des fins géopolitiques. Ça, c'est l'affaire du Pakistan, qui carrément s'offre comme base arrière aux talibans, quand ils sont menacés à l'Afghanistan, ils replient carrément au Pakistan. Ils ont un cachet général, ils replient là-bas, au vu aussi de tous, et l'État pakistanais en fait une ressource, un moyen de pression pour avoir pied à l'Afghanistan. C'est un exemple. C'est un exemple. Ce n'est pas le seul cas. Monsieur le Président, est-ce que ces jeux géopolitiques peuvent aboutir à un conflit nucléaire? Oui, pourquoi pas. Non, bon, conflit nucléaire, mais les conflits sont là. Il y a de temps en temps des... Le dernier conflit remonte à 2025. Il y a de temps en temps des échauffourées entre les deux pays, entre l'Inde et le Pakistan. Bon, je crois que pour l'instant, ils sont assez rationnels, les deux pays, justement à cause de l'arme nucléaire, ils sont assez rationnels pour s'assurer que ça n'est pas plus loin. L'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur, si vous voulez. Voilà, il y a ça. Mais le fait, il est là. Le fait, il est là. C'est un équilibre de la terreur. Bon, pour l'instant, ça garantit un certain équilibre de la terreur. On est là en plein dans la géopolitique du chaos. De la terreur. Non, de la terreur. Le cas d'espèce, c'est celle de la terreur. Et celle de la terreur, et elle est moche. Elle manque d'esthétique. Mais c'est un fait. L'équilibre est là. Et ça détermine le positionnement de l'Inde. Ça détermine le positionnement de l'Inde. Ça détermine voilà, le positionnement du Pakistan. Vous allez très bien voir que les deux pays, il faut voir les alliances. Les deux pays déterminent leur avenir en se basant sur une rivalité qui, en réalité, est d'origine occidentale. Monsieur le Président, nous avons constaté dans la région d'Asie que les populations dites nègres ou noires sont extrêmement marginalisées ou alors invisibilisées. Monsieur le Président, quelle est la nature? Pourquoi est-ce qu'il y a cette tentative d'invisibiliser la population nègre? Oui, d'abord pour masquer tout ce qu'on doit aux autochtones. Population, on doit aux autochtones. Les Noirs sont même traités de maudits. Oui, ils sont les autochtones de l'humanité. C'est qu'on les doit, il faut masquer tout ça. Mais deuxièmement aussi à cause de la situation de l'Afrique, du continent mer. Nos minorités, les minorités noires, ne seront respectées nulle part dans le monde tant que le continent mer est dans l'état dans lequel se trouve l'Afrique. C'est une évidence, aussi simple que ça. Lorsque l'image de l'Afrique dans le monde se réduit à ce qu'on connaît, à ce qui est présenté comme tel, à savoir une espèce de dépotoir de toutes les malédictions de l'humanité, une espèce de conservatoire de tous les maux les plus honteux de l'humanité, vous voyez très bien que ça va rejaillir sur ces minorités-là, sans oublier le fait que, bon, évidemment, les envahisseurs, ceux qui sont venus
ont intérêt à le faire disparaître, carrément, parce que, voilà, leur présence gêne. Il ne faut pas qu'ils revendiquent. Oui, il ne faut pas qu'il y ait des revendications, etc. C'est une... Vous savez, le génocide est une constante de l'histoire de l'humanité, surtout lorsque ça oppose, n'est-ce pas, des luttes pour le contrôle de l'espace, mais aussi le combat pour empêcher des témoins gênants. Des témoins gênants. Il faut faire un effacement de la mémoire historique. Historique, tout à fait. Tout à fait. À partir du moment où on a falsifié l'histoire, ceux qui peuvent constituer des repères essentiels permettant de remonter l'histoire au-delà de la falsification, ben, sont gênants. Sont gênants. C'est pas seulement là-bas où ils sont menacés de... la question des aborigènes en Australie est claire. Ça parle aussi plus que tout. Donc, il y a ça, cette situation. C'est pour ça que dans le cas du combat panafricaniste, le regard panafricaniste aujourd'hui, c'est un regard global. Quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, c'est une Afrique justement qui est globale parce que il faut, c'est pas qu'il faut. Aujourd'hui, on n'est pas panafricaniste quand on fait fi de ce lien vital qui nous unit à tous les Africains, à tous les Africains, partout ils sont dans le monde. Et il y a en Asie une question noire qui est totalement méconnue, n'est-ce pas? Oui, qui est tabou, méconnue, n'est-ce pas, ici en Afrique. Pourtant, on compte près de, si mes souvenirs sont bons, près de 6 millions, plus de 6 millions de Noirs en Asie. Ils sont dans une situation, comme vous dites, d'invisibilité extraordinaire. Extraordinaire. C'est un sujet important. C'est un sujet important, même pour évaluer la qualité de tout ce qui se fait là-bas en Asie. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, la dernière question de cette interview on s'intéressera à votre regard en tant que panafricaniste. Alors, vous l'avez mentionné plus haut, on ne peut pas parler de lutte d'émancipation sans tenir compte de la dimension globale de tous les pays qui sont dans la même situation de recolonisation. Alors, en dehors des partenariats commerciaux, est-ce que l'Afrique et l'Asie du Sud peuvent faire mieux? Bon, je ne sais pas pourquoi vous insistez particulièrement sur l'Asie du Sud. L'Asie en global, monsieur. C'est l'Asie, voilà. Généralement, monsieur le Président. Parce que aujourd'hui, le monde a basculé en Asie. Le Pacifique, comme on dit. Le monde a basculé en Asie aujourd'hui. Le centre économique du monde s'est déplacé en Asie. Alors nous parlons. Donc, de ce point de vue, l'Afrique a l'obligation de se connecter à ce centre-là. Vous n'êtes pas en subir les frais. C'est très important. Donc, et là, pour se connecter à cette, ce que j'appelle dans l'économie monde, de ce point de vue-là, ben, il faut que l'Afrique se dote d'outils lui permettant de bien se connecter, de mieux se connecter. Parce qu'il ne suffit pas de se connecter, il faut bien se connecter. Il faut établir des véritables réseaux bien articulés, ayant des objectifs clairs et sachant la raison pour laquelle ils existent, ayant une réelle maîtrise de leurs agendas. Donc, c'est pour ça que au-delà des relations bilatérales qui unissent les États africains à la Chine, à la Russie, parce que vous voyez que beaucoup d'États africains, quand on dit l'Asie, pour eux c'est la Chine. C'est la Chine. Une fois de plus, c'est pas le hasard. Donc, il faut que les Africains maîtrisent très bien les enjeux liés vraiment à ce processus multipolaire. Mais surtout auparavant, une véritable étude de l'Asie du point de vue africain. Parce que jusqu'à présent, l'Asie, nous la connaissons du point de vue occidental. Hein? De deux,
de ce que nous disent les récits. Les récits chinois, produits par eux-mêmes. Bref, nous abordons l'Asie en fonction de ce que l'Asie nous dit d'elle. Soyons polis, parlons comme ça. Mais qu'est-ce que nous on pense de l'Asie? Est-ce que l'Afrique connaît l'Asie? Est-ce que l'Afrique connaît l'Asie? Est-ce qu'il y a une connaissance géopolitique de l'Asie? Est-ce qu'il y a une connaissance historique de l'Asie? Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça. Nos dirigeants ne sont pas à la hauteur? Non, on est dans un bilatéralisme de l'urgence. De l'urgence. Ça peut sauver des chefs d'État, ça peut sauver des États pour un temps. Mais ce n'est pas ça la politique qu'on doit faire avec l'Asie. C'est pas ça. Il faut des préalables. Comme je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai des amis qui marchent avec les Chinois. Et comme ça, en s'oubliant, on a constaté que les Chinois ont pris le temps de nous étudier pendant plus de 20 ans. On a investi dans la connaissance de l'Afrique. On a investi. Et ça, c'est en silence. Il y avait en silence. Et après avoir investi dans la connaissance de l'Afrique, on a mis sur pied une politique. Et on voit des résultats. L'Afrique ne peut pas s'épargner ce type d'effort si elle va avoir des relations fructueuses avec l'Asie. Je répète encore, le déplacement de l'axe économique mondial vers l'Asie n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas un hasard. Ça participe même du sens de l'histoire. Et l'Asie nous donne une occasion de nous repositionner dans les relations internationales, dans les échanges économiques mondiaux. L'Asie donne l'occasion de nous repositionner. Mais s'il n'y a pas la connaissance de l'Asie, s'il n'y a pas ce travail de fond au niveau d'une véritable démarche géopolitique, mais ce positionnement risque de ne pas produire des fruits qui soient à la hauteur de nos espérances. Il ne s'agit pas de survivre. Il s'agit de nous émanciper économiquement. Il s'agit d'émerger réellement économiquement, pas être simplement les consommateurs. Je répète encore, une étude profonde des ressorts de la prospérité chinoise, parlons comme ça du miracle chinois, nous donnerait beaucoup de clés de compréhension d'abord de l'évolution du monde au plan économique, l'avenir du système capitaliste tel qu'on le voit là aujourd'hui dans le monde dans ce monde multipolaire, mais surtout où la Chine vraiment donne une leçon de puissance, d'efficacité économique à nul autre pareil. À nul autre pareil. Donc, il y a même des enjeux de ce qu'on appelle le Nord, l'économie arctique. C'est-à-dire que tous ces... La calotte glaciaire. Tout à fait. Et qui est en passe de bouleverser totalement l'avenir économique de la planète. Et alors nous parlons, même l'Occident se prépare pour ne pas manquer le rendez-vous de la calotte glaciaire, de ce qu'on appelle la route du Nord. La route du Nord. Donc, nous sommes à l'ère, parlons comme ça, de l'économie monde. Je n'ai pas envie de parler de mondialisation. Parce que la mondialisation, c'était l'Occident. C'est terminé. C'est fini. On est à l'heure de l'économie monde. Et de ce point de vue, l'Asie nous parle puissamment. L'Asie nous parle énormément. Quelle est la stratégie de l'Afrique par rapport à ça? Il n'y a pas. C'est triste, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les gens pensent qu'en Afrique, les acteurs économiques commencent à dire on agit d'abord économiquement, entre guillemets, on va penser après. Or, on n'agit pas, on est sous l'urgence. Il faut penser. Il faut penser. Donc, je pense que moi, ce soir, l'émission de ce soir, on a fini? Bientôt. C'était la dernière question, Monsieur le Président. C'était la dernière question? Oui, vous voulez conclure, vous allez conclure. Voilà. Il y avait une petite question. Voilà, donc je suis en train d'expliquer que
l'important d'une telle émission comme celle-ci, c'est comme une espèce d'introduction à l'Asie. Je pense qu'il faudra que, d'ailleurs je veillerai à ça, il faut qu'il y ait une suite à cette émission. Il faut qu'il y ait une suite à cette émission pour entrer dans certains détails. Par exemple, une étude approfondie des véritables évolutions économiques en Asie et voir quel rapport ça peut avoir avec l'Afrique en termes d'instruction, en termes de stimulation. Il faut le faire. Il faudra, par exemple, il faut voir comment les menaces géopolitiques qui travaillent l'Asie peuvent impacter l'Afrique et nos pays. Vous voyez, vous avez vu le choc ukrainien, parlons comme ça. Vous avez vu l'impact que ça a eu sur notre économie? C'est-à-dire, le choc ukrainien a déclenché une spirale inflationniste qui a appauvri beaucoup de pans entiers de notre population et impacté négativement nos économies. On peut même parler du choc du Covid qui a fermé la Chine, voilà, qui a pratiquement paralysé très le bien. monde entier. Voilà. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vraiment, je pense que c'était une introduction à l'Asie. Je prends ça, je veux veiller à ça, pour qu'il y ait d'autres séries pour approfondir cette question. Donc, moi, je voudrais vous féliciter pour avoir vraiment mis sur la table la question de l'Asie. Voilà, ce soir, vraiment, c'était l'introduction. On va y entrer en profondeur dans une démarche panafricaniste. Merci, Monsieur le Président. C'est sur ces mots que nous allons fermer cette autre édition de Techniques géopolitiques. Nous retenons qu'il faut ouvrir investir sur la connaissance profonde de l'Asie, et nous le ferons dans les prochaines éditions. Merci, Monsieur le Président, pour votre attention. Merci, Monsieur Kissempe, et bonne soirée. Moi qui vous remercie. À très bientôt, Monsieur le Président.